Vous écoutez l'Audioguide. L'Audioguide à la découverte des métiers de l'image. Un podcast réalisé par les étudiants du Master Digital Média Cinéma de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette discussion vous est présentée par Léonard Marty, qui reçoit Léo Becker, directeur du développement de séries originales et de coproduction internationale chez Fédération Studio. Bonjour Léo Becker. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour le podcast du Master DMC. Peux-tu me dire quel poste tu occupes aujourd'hui ? Alors, je suis directeur du développement international et des coproductions. Développement international, c'est côté créatif, c'est pas business, c'est vraiment sur le développement de tous les projets qu'on fait à l'international. Oui. Est-ce que d'abord tu peux nous parler de ton parcours dans l'audiovisuel et de ce qui t'a amené vers ce poste ? Alors, j'ai fait la majorité de ma carrière chez Fédération. Avant, j'étais chez Ubisoft Motion Pictures sur la partie développement créatif aussi, plutôt sur de la recherche historique ou maintien de cohérence au niveau des IP. Mais ensuite, en fait, je suis arrivé chez Fédération en janvier 2016 et j'ai commencé plutôt côté distribution. Donc côté vente internationale, pendant 1 ou 2 ans où j'étais coordinateur de l'équipe de distribution. Et en fait, petit à petit, je me suis un peu redirigé vers ce qui m'attirait le plus au départ, qui était du coup le développement, la création. D'abord en passant par les acquisitions, qui impliquait forcément beaucoup de lecture et du choix en fait de projets qu'on allait sélectionner pour les ventes internationales. Et ensuite, de là, on est passé aux coproductions, puis co-développement, développement. Et donc, ça a été une transition qui s'est faite petit à petit, on va dire. Ok, on va maintenant zoomer un peu sur ton quotidien. À quoi ressemblent tes missions et tâches principales une semaine type, par exemple ? Est-ce qu'il y a même une semaine type ? Il n'y a pas vraiment de semaine type, parce que ce qui est assez spécifique, alors on a un slate d'une 15aine de projets, donc ça fait qu'en général, on a quand même régulièrement des éléments créatifs qui arrivent et qu'on doit lire, bien sûr, et sur lesquels on doit faire des notes, sur lesquels on doit échanger avec les scénaristes en direct. Donc je dirais que ça, c'est un travail qui arrive régulièrement. On va recevoir, ce sera soit une bible, soit un script, beaucoup de lectures, pas mal d'échanges au sein de l'équipe pour essayer de mettre en commun nos avis, nos notes. Après, préparer un document un petit peu spécifique là-dessus pour notre scénariste, sur lequel on va, soit dans un Zoom, soit dans une room vraiment en présentiel, rentrer un petit peu dans le détail du document, de nos notes, de ce qu'on peut faire, essayer de brainstormer un petit peu pour trouver des solutions. Et du coup, ça, c'est une partie qui arrive régulièrement, mais qui se présente sous des formes différentes. Mais après, c'est vrai qu'une semaine type, il n'y en a pas vraiment, parce que les projets sont à des stades assez différents. On a des projets qui sont en développement encore, disons, très embryonnaire. Parfois, c'est juste un IP dont on est en train de sécuriser les droits. Et du coup, il faut bien sûr suivre la partie contractuelle qui est un peu moins fun, mais qui est très importante. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Là, je vois, par exemple, nous, on a optionné un roman de Bernard Werber. Et la négociation du contrat a mis des mois. Et une fois que cette étape-là est passée, la recherche d'auteur aussi peut prendre très longtemps, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. Après, il y a aussi des négociations de contrats avant qu'on puisse rentrer dans le dur du travail. Donc, si on est sur des projets qui sont à des étapes aussi embryonnaires ou qui sont vraiment sur les premiers échelons, c'est du temps long et c'est des petites tâches comme ça qui peuvent arriver mais qui sont un peu plus éparses. Après, les projets qui sont plus avancés, ça va être ce que je viens de décrire, c'est vraiment du travail créatif pur. Et les projets qui sont vraiment en financement, là en ce moment, parce que je suis vraiment moi, sur le financement d'un projet en particulier, et là, c'est beaucoup de rendez-vous avec des chaînes, de suivi, d'appels, essayer de leur faire rencontrer les talents, le scénariste, les acteurs. Donc c'est du travail de production aussi au final. De toute façon, la frontière devient assez poreuse entre le développement et la production. Et du coup,
du coup, ça fait que le quotidien est jamais exactement le même. Mais c'est ce qui fait que c'est un métier qui peut être aussi assez passionnant. C'est qu'il n'y a pas vraiment de routine. Et même quand il y en a une, j'ai envie de dire que chaque projet est tellement différent que quelque part, c'est un peu comme se plonger dans un univers complètement différent à chaque fois et vraiment essayer d'en casser un petit peu les codes ou de trouver des solutions qui seront forcément différentes de celles qu'on a pu trouver dans d'autres séries. Donc, tout ce qu'on fait sur une série nous aide sur le long terme, ou sur un film, nous aide sur le long terme pour les autres projets qu'on va développer, parce qu'on bénéficie à chaque fois un peu plus de cette expérience-là, mais c'est toujours un petit peu une expérience nouvelle. Super. Mais si je résume bien, tu touches aussi bien au contrat qu'à la création et qu'ensuite à la mise en rencontre des personnes, c'est ça ? Tout à fait. Parce que, en fait, c'est pas un métier qui est que créatif. Il y a aussi une grosse partie légale derrière. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, c'est des contenus qui coûtent cher à produire. Donc, toutes ces questions-là, il faut les anticiper un maximum dès le développement. Et il faut aussi avoir une connaissance assez fine côté légal, bien sûr, on a une équipe de juristes qui supervise tout ça, mais on travaille avec eux main dans la main parce on a un budget qu'il faut tenir, il faut qu'on arrive malgré tout à gérer ce slate d'une quinzaine de projets qui implique un certain niveau d'investissement. Il faut qu'on ait une connaissance assez fine aussi des contrats, parce que déjà les contrats d'option, quand on optionne par exemple un livre ou un IP, en général il y a une durée assez déterminée qu'il faut négocier à l'origine, et il faut anticiper le temps que ça va nous prendre pour développer une première version qu'on puisse amener sur le marché et commencer à pitcher. Il faut avoir un peu connaissance quand même des conditions de l'auteur, des différentes échéances auxquelles il va être payé, parce que tout ça, ça a un impact aussi sur le processus créatif, notamment quand on travaille avec des auteurs étrangers, ce qui est mon cas à 99%. Enfin, voilà. Je travaille quand même beaucoup avec des auteurs anglophones, et c'est vrai que les Anglais, les Américains sont beaucoup plus à cheval sur les contrats, sur les échéances. Donc, quand on a une échéance, par exemple, de paiement à faire, il faut s'assurer qu'elle soit faite vite. Parce que sinon, s'il y a du travail à recevoir derrière, on peut y avoir un peu de rétention le temps que tout ça soit réglé. Donc oui, c'est des questions qui sont moins... qui vendent moins du rêve, on va dire. Mais c'est tout aussi important. Et les questions de production, vraiment, c'est clé à anticiper. Parce que si vous avez un script qui est génial, mais qui est pas faisable en dessous d'un budget pharaonique, il va falloir aussi un peu revenir à la réalité, essayer de contenir un petit peu tout ça. En général, on présente le développement pur comme étant toutes les étapes de création en amont du tournage, mais finalement, l'équipe de développement, elle va rester impliquée dans le projet même après, parce qu'il y a toujours des réécritures quasiment en cours de tournage qu'il faut superviser, parce que ça a un impact après sur tout le reste de l'histoire. Et puis même en post-production, comme généralement les équipes de développement et les auteurs, c'est quand même eux qui maîtrisent le plus le contenu. Ils vont être clés aussi pour avoir un regard un petit peu éclairé sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut modifier, ce qu'on pourrait réimaginer. Donc c'est un métier qui touche finalement un petit peu à toutes les étapes de la création de contenu. Super. Est-ce que tu peux détailler quelles sont ces étapes créatives, s'il y en a particulièrement importantes ou pas ? Alors, ça va dépendre en fait des typologies de projets, parce que selon d'où vient l'initiative du projet, on ne démarre pas forcément de la même façon. Le scénario classique, c'est un scénariste, un réalisateur qui vient nous voir avec une idée, qui nous la présente. En général, il y a un premier document, ça peut être ce qu'on appelle un one-pager, qui va être quelque chose de très très synthétique, ou ça peut carrément être une bible ou un traitement. On va devoir se prononcer sur cette base-là, et après, selon ce qu'on a reçu en premier, il va y avoir une première étape qui va devoir être décidée en fonction du niveau d'investissement qu'on a envie de faire sur ce projet à risque. Donc soit on décide de financer un script dès le départ, même sans avoir de chaîne ou sans avoir de partenaire. C'est un risque financier, mais parfois ça vaut le coup parce qu'on peut être plus fort en arrivant sur le marché. Donc ça peut être la première étape, sinon ça peut être juste une bible ou un traitement. Et du coup, après, c'est essayer d'arriver à une version de ce document-là qui va être suffisamment forte pour qu'on puisse aller sur le marché et vendre le projet. Mais du coup, cette première étape créative-là, dans ce scénario classique-là, elle est... c'est vraiment le scénario un petit peu typique.
Mais il y a des cas qui sont beaucoup plus atypiques. Déjà, il y a des cas où plus classique, mais qui est un petit peu qui est un petit peu différent de ce premier cas, qui est quand on a un IP, un roman qu'on a optionné ou un roman dans le domaine public, où on n'a pas forcément une vision très claire de ce qu'on veut en faire, on sait qu'on veut l'adapter. Va déjà y avoir la recherche d'auteur, qui est une étape créative en soi, parce qu'il faut vraiment se projeter dans cette œuvre-là, si on veut l'adapter telle qu'elle est, qui serait la meilleure voie pour disons, lui donner vie. Et c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges justement déjà créatifs avec des auteurs pour voir quelle serait leur vision, même assez embryonnaire, commencer à échanger des premières idées. Il y a même un peu des étapes de brainstorm dès ces premières étapes-là. Et après, il faut faire un choix forcément au niveau de l'auteur. Et après, on retrouve un petit peu ce que j'avais dit sur la première étape, ça va être quel sera le premier document à produire avant d'aller sur le marché. Du coup, soit on prend un peu moins de risques et on produit une bible, un traitement, soit c'est direct un script, ou les deux. Et après, il y a un cas qu'on a un peu initié dans mon équipe qui est plus atypique, qui est qu'on va faire une première étape de création nous-mêmes en interne. C'est souvent arrivé, soit quand on a vraiment une idée d'un univers qu'on a envie d'explorer, et du coup, on va préparer un premier pitch, un premier one-pager, pour donner une idée de quelle histoire on pourrait raconter dans cet univers-là, et avoir un document qu'on puisse montrer à des auteurs qu'on va aller chercher, pour qu'ils aient un petit peu une idée de la couleur qu'on a envie de donner, des personnages qu'on a envie d'explorer. Donc, bien sûr, toutes les cartes peuvent être rebattues, mais c'est un premier travail qu'on peut faire en interne. Il y a même des fois où, quand c'est des IP, notamment dans le domaine public, qu'on a envie d'adapter, mais d'une façon un peu différente, pas vraiment adaptation directe, quand on a envie de les retravailler, de les dépoussiérer un petit peu. Tout ce travail-là, comme c'est dans le domaine public, notamment, par exemple, le Tour du monde en 80 jours, c'est un bon exemple, même si c'est une adaptation qui finalement est assez classique. Mais si on allait juste sur le marché en disant on veut adapter Jules Verne, on veut adapter ceci, on veut adapter cela, quelque part, on n'a aucune protection. Parce que on peut juste donner l'idée à un auteur qui va derrière partir avec cette IP, en faire quelque chose et puis peut-être le faire avec un autre producteur. Donc on s'était dit il faut qu'on arrive avec un minimum de protection, mais aussi avec une vision assez claire de ce qu'on veut faire, parce qu'on ne veut pas les adapter telles quelles. Donc dans ce cas-là, ça m'est arrivé d'écrire, on démarre avec un one-pager pour avoir une vision un petit peu claire de ok, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, on a carrément développé un premier pitch deck sur 3-4 IP qui étaient dans le domaine public, du même type que Jules Verne, mais dans des genres un petit peu différents, et vraiment développer des premières mini-bibles quelque part qui donnent une vision assez précise de dans quel genre on voudrait retravailler ces IP-là, quel personnage on voudrait explorer, changer, comment on veut retravailler cet univers. Et c'est avec ces documents-là qu'on est allé voir des premiers auteurs. Alors après, encore une fois, on laisse de la place à la création, mais c'est vrai que ça permet d'orienter un petit peu plus ces adaptations dès le départ. Et ça fait une première étape qui est un petit peu plus originale, on va dire. Et après, voilà, toujours le même enjeu. Une fois qu'on a trouvé notre auteur, qu'on a trouvé notre voie, faire ce premier document. Et après, les étapes créatives vont changer une fois qu'on a un partenaire qui arrive. Donc là, on a quelques projets qui sont en développement avec des chaînes déjà attachées qui financent du coup l'écriture d'autres scripts. Donc on en a un avec France Télévisions, on en a un avec une chaîne américaine. On a aussi des contrats de développement avec d'autres chaînes en Europe. Mais toute l'idée, ça va être de déterminer avec elles, de négocier avec elles de la même façon que nous, on a fait un choix en premier, eux, qu'est-ce qu'ils veulent financer, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir en plus que ce qu'on leur a déjà donné. Et après, ça peut aller de juste commander un autre script à commander l'intégralité de la série en écriture. Et du coup, après, on entre dans le travail de temps long. Mais en général, avant de partir directement sur les scripts, on va passer par une première étape qui sera un traitement, une overview de la saison, puis un traitement des épisodes de façon individuelle, pour vraiment rentrer dans le déroulé des épisodes de façon détaillée. Après, il y a des auteurs, ça dépend lesquels, mais il y a des auteurs qui préfèrent passer par une étape intermédiaire avant d'aller sur le script, qui s'appelle un beat sheet, qui en français, l'équivalent serait un séquencier,
où c'est un hybride entre un traitement et un script. Donc c'est presque comme un script détaillé scène par scène, mais sans pas forcément dialoguer, ou en tout cas pas de façon intégrale. Ça permet d'avoir une vision, pareil, un petit peu plus détaillée, mais sans loquer tous les éléments du script. Ça laisse un peu plus de flexibilité. On a une adaptation, par exemple, d'un roman de Dickens qu'on fait en ce moment, où l'auteur travaille de cette façon-là, et ça permet effectivement d'affiner beaucoup le travail sur le plot, sur la narration en amont, ce qui fait qu'en général, quand on reçoit le premier draft du script, c'est quand même vraiment bien en place, et après ça va être un travail d'affinage. Donc ça change en fait d'auteur en auteur, et voilà, après on rentre vraiment dans le détail des épisodes, des scripts, et en général, quand on commence sur les premières étapes, ça va être du travail un petit peu plus, pas à la truelle, mais un petit peu plus large, où on va encore bouger la narration, retravailler les personnages, et plus on avance dans le nombre de drafts, plus ça va être vraiment des notes très détaillées sur les dialogues, des scènes spécifiques, la couleur qu'on peut donner à certaines scènes. Merci pour cette réponse, ça a été génial. Super intéressant, je trouve. Je vais partir sur une autre tangente, parce que tu as mentionné plusieurs fois ton équipe, et c'est même pas dans mes notes, mais est-ce que tu peux nous présenter un peu les profils de ton équipe ? Ah oui, tout à fait. Dans mon équipe, on est 4, sachant qu'il y a une partie qui se partage un petit peu entre le développement international que moi je gère et le développement France, pour des raisons de synergie. Mais du coup, en fait, les profils, j'ai 2 chargés de développement qui travaillent avec moi, une à temps plein, une qui se partage avec la France, et qui en fait ont commencé en alternance, et qu'on a voulu garder, et qu'on a fait grandir. Et l'idée, c'est pareil, que petit à petit, les gens aient de plus en plus d'autonomie. Et on a une stagiaire psy en plus, voilà, un poste un peu plus qu'on renouvelle régulièrement, mais qui est là, disons, plus parce qu'on reçoit énormément de projets, soit par des scénaristes, soit par des producteurs, par des agents aussi, que je connais. Donc on en reçoit pas mal, il faut faire un premier tri. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui a un petit peu de temps pour faire cet exercice de première lecture, pour que nous derrière on puisse un petit peu écrémer, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Et après, ça permet aussi d'avoir un regard un petit peu plus frais régulièrement sur les projets. Parce que ce qui est intéressant, en fait, désolé, je fais un petit aparté, mais la raison pour laquelle on a quand même une équipe avec plusieurs personnes, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dédiées à chaque projet, qui supervisent chaque projet. Donc moi, je suis en supervision de l'équipe et de tout le slate, mais chaque chargée de développement a un nombre de projets qu'elle va gérer plus spécifiquement, ou en tout cas dont elle va s'assurer du suivi avec moi, pour s'assurer qu'on manque aucune étape, qu'on relance au moment où il faut. Et elle va suivre toutes les étapes d'écriture avec moi, donc ça va vraiment être avec elle, en général, qu'on va faire des premières réunions pour vraiment mettre en commun nos notes, et avec elle qu'on va faire les rendez-vous avec les auteurs. Mais ce qui est pas mal, c'est que comme en général, elles sont en suivi sur un certain nombre de projets, il y a d'autres projets sur lesquels elles ne sont pas sur toutes les étapes, et ça va me permettre, en fait, une fois qu'on avance un peu plus dans le développement, de, par exemple, faire lire un script à l'autre personne qui n'a pas forcément lu les premières étapes. Donc, et pareil avec notre stagiaire, ça permet d'avoir vraiment un regard frais à chaque étape du développement, parce que on a beau être aussi professionnel qu'on peut l'être, et on a beau avoir toute l'expérience qu'on peut avoir, mais quand on est un petit peu dans le tunnel d'un projet, parfois on perd de vue certains sujets, ou alors on perd un petit peu en recul. Et du coup, c'est vraiment utile d'avoir des personnes qui sont à différents niveaux de connaissances sur les projets, parce que ça permet un petit peu de garder cette fraîcheur-là. Et donc, sur la relation avec les auteurs, tu parlais de scénaristes et de réalisateurs avec qui tu es un peu constamment en contact, j'imagine, que tu rencontres et que tu fais rencontrer. Donc, du coup, tu es un peu l'entremetteur de tout ce petit monde. Mais est-ce que tu as d'autres rapports avec des métiers, avec les métiers créatifs ? Je pense au décor, je pense au casting, je pense aux costumes. Alors pour le cast, oui, parce qu'il y a des projets, par exemple, sur lesquels on a déjà des acteurs attachés. Donc forcément, c'est quelque chose qu'en plus on fait de plus en plus, parce que le marché est quand même assez dur. C'est beaucoup resserré,
partout. Et du coup, la question des talents est devenue de plus en plus clé, comme dans le cinéma au final. Donc, le nerf de la guerre, c'est de plus en plus d'essayer d'attacher des talents, des acteurs en amont. Donc, on a quand même plusieurs projets sur lesquels on a des acteurs attachés, où du coup, il y a toute une histoire aussi de suivi à faire avec eux. Alors, il y en a un très spécifiquement sur lequel le projet a été initié par un duo acteur-scénariste. Du coup, dans ce cas-là, en fait, l'acteur est vraiment impliqué dans l'écriture du projet, prend part au rendez-vous quand il peut, quand il a le temps, parce que, encore une fois, c'est des agendas assez compliqués à combiner avec le reste. Mais en tout cas, ça rajoute, disons, une autre voix dans la pièce quand il faut parler du projet. Mais en même temps, ça fait la force, disons, du projet aussi. Et après, quand c'est des acteurs que nous-mêmes on est allé chercher, il faut quand même prendre leur avis en compte, il faut les tenir informés de chaque étape de développement, il faut aussi travailler avec eux leurs personnages. Enfin, en général, les acteurs aiment bien contribuer au développement de leurs personnages spécifiquement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on est amené à faire assez régulièrement. Le reste, je dirais que ça intervient, mais à partir du moment où on commence à être assez avancé en financement et assez avancé, plus on se rapproche de la production et du tournage en fait. Mais là, par exemple, sur le projet qu'on a, qui est en cours de financement, vient se poser la question d'aller trouver notre producteur, producteur exécutif en France, qu'on appellerait line producer en anglais. Donc quelqu'un qui va avoir l'expérience de pouvoir lire le script, en étudier la faisabilité et faire une première version du budget un peu plus détaillée, parce qu'au départ on démarre avec des montants un petit peu au doigt mouillé selon l'expérience qu'on a sur des typologies de projets similaires, mais il faut un petit peu aussi rentrer dans le dur à un moment, et ça fait partie des talents. Ça peut paraître très technique, mais pour moi ça fait partie des talents aussi, parce que c'est des gens qui derrière vont être sur le terrain pour concrétiser, créer la série. Sur les séries anglophones, il y a aussi il y a les executive producers, qui est en général le rôle que nous on va endosser, le rôle un peu plus macro des personnes qui ont initié la série, qui ont géré la série depuis le début. Et après, selon la typologie de projet, effectivement, tout ce qui est production design, costume, ça va être des postes assez clés sur lesquels il va falloir trouver des chefs de poste assez tôt potentiellement. Mais ça arrive encore une fois qu'on est vraiment en général financé et qu'on commence à préparer le tournage. Tu parlais tout à l'heure de projets dont vous êtes à l'initiative directement. Et sur ces projets, comme sur les projets d'adaptation, est-ce que vous avez une participation à l'aspect visuel d'un projet ? Je pense au mood board, bien sûr, mais est-ce que vous établissez vous-même une sorte de charte visuelle ou une première qui peut peut-être changer après ? Oui, parce qu'en général, quand on fait des pitch decks, alors tout le monde fonctionne pas de la même manière sur ces documents préliminaires, mais moi j'aime bien avoir des documents qui mélangent quand même un petit peu texte et visuel, et avoir quand même donné une idée assez claire de ce que pourrait être la série, la couleur qu'elle pourrait avoir, la tonalité. Du coup, c'est vrai qu'on fait en général des chartes visuelles, c'est une bonne façon de le décrire. On va faire pas mal de recherches iconographiques. Alors, il y a des fois, on le fait tout seul en interne, sur des projets qui sont vraiment plus spécifiques, ou sur des genres plus complexes qui vont être très dépendants des effets spéciaux. On fait appel à des graphistes ou des concept artists qui vont nous faire un petit peu des designs ou qui vont réussir à trouver des images iconographiques qui vont pouvoir retravailler ce que nous on peut pas vraiment faire. Enfin, j'ai une expérience assez limitée, je peux faire des choses assez basiques, mais et l'IA est intéressante mais assez limitée. Du coup, on fait appel soit à des sociétés externes, soit à des graphistes avec lesquels on travaille déjà, pour, disons, compléter cette charte visuelle ou lui donner vie. Et après, on va essayer effectivement de faire un mood board ou une bible un peu illustrée pour créer quelque chose de plus alléchant quand on va aller chercher les auteurs, et derrière, quand on va aller chercher des partenaires, que ce soit des coproducteurs ou des chaînes. Ok, c'est intéressant que tu parles d'IA. C'est un peu le sujet de notre master cette année. Et les outils ont déjà leur place, prennent de la place. Mais on voulait savoir s'ils ont leur place dans le développement créatif, et si tu les utilises ou si ton équipe les utilise. Alors, on nous a présenté, ça peut être utilisé de différentes manières. Je vais rester un petit peu sur le graphisme parce que c'est ce qui a été le plus discuté ou utilisé jusqu'à présent.
On peut l'utiliser, mais j'ai envie de dire que c'est un outil et c'est pas un remède miracle. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand on créait des pitch decks de séries, on avait des images qu'on adorait, mais qui n'étaient pas exactement comme on aurait voulu qu'elles soient pour un moment spécifique de l'histoire. Ça pouvait être des choses toutes bêtes, comme changer le fond parce que la période n'était pas la bonne, ou essayer de rajouter un personnage un petit peu d'un côté de l'image, notamment sur un projet où on avait un triangle amoureux, on avait une image qu'on aimait beaucoup, dont on aimait beaucoup l'ambiance, la période, mais il n'y avait que 2 personnages dessus. Donc dans ces cas-là, on peut travailler un petit peu avec l'IA, mais on a quand même besoin de quelqu'un qui maîtrise un minimum Photoshop. Donc en interne, moi je bidouille un petit peu et puis on a des gens qui gèrent un petit peu. On a aussi des graphistes en interne qu'on peut utiliser. Donc sur des choses comme ça va être un outil assez utile pour faire une partie du travail, mais derrière il faut affiner forcément un petit peu. Sur l'écriture, on nous a présenté des outils, on en a qu'on utilise. On le fait avec un peu de prudence. On a un outil IA, alors c'est très utile, notamment, on en parlait avant, pour les fiches de lecture. Parce que les fiches de lecture, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et comme on reçoit une quantité de projets assez importante et qu'on a en plus de ça un slate à développer, c'est vrai que si on peut optimiser notre temps sur des tâches comme ça, c'est très utile. Et ça n'empêche pas du tout, moi j'insiste toujours pour qu'on ait une première lecture humaine du projet, donc que ce soit un stagiaire ou un alternant ou une de mes chargées de développement. Mais par contre, effectivement, plutôt que de leur demander de faire une fiche de lecture from scratch, l'IA va pouvoir aider à faire une première version de la fiche de lecture que eux vont pouvoir bien sûr affiner, retravailler. Encore une fois, l'IA, c'est un outil, mais pas un remède miracle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à tester qui est plutôt efficace pour le coup. Je pense que pour tout ce qui est récap, c'est un outil qui est assez ingénieux et qui, en plus de ça, continue de progresser. On l'utilise aussi, j'y pense parce que j'ai mentionné le récap, quand on fait des zooms à distance, des rooms à distance avec des auteurs, où ça peut être des conversations très foisonnantes, avec des idées qui fusent un petit peu à droite à gauche. Et on utilise l'IA, en fait, on a une IA qui enregistre, qui suit toute la conversation, qui enregistre la conversation et qui derrière va pouvoir faire une retranscription détaillée de la conversation. Alors parfois, comme c'est de l'oral, comme on a tous des prononciations qui sont pas forcément toujours les mêmes, comme on utilise du franglais ou... Enfin voilà, l'IA ne capte pas toujours tout, mais on a les enregistrements pour aider. Et ça permet d'avoir un récap aussi à la fin de la session. Et quand on prépare nous nos notes suite à ces rendez-vous-là, ça facilite aussi un petit peu la tâche. Mais c'est des choses que moi, j'ai pas encore beaucoup utilisées parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être fait à l'initiative du scénariste plutôt et selon à quel point ils sont à l'aise avec ces nouvelles technologies-là, ces nouvelles méthodes-là. Je pense qu'encore une fois, l'idée sur le long terme, c'est que l'IA, ça va être un outil et c'est à chacun de se l'approprier à sa manière. Et sur les travaux d'écriture, en fait, c'est aux auteurs de voir à quel point ils sont ouverts à ces outils-là et à quel point ils peuvent les utiliser et à quel point ça peut leur faciliter la tâche. Parce qu'effectivement, quand on rentre sur des étapes un petit peu de réécriture ou quand on a déjà une version d'un script mais qu'on a un peu besoin d'une vision assez précise de est-ce que je peux avoir un déroulé juste des scènes, une description rapide des scènes parce que là, je suis un peu perdu. Enfin, je pense qu'il y a différentes façons de s'approprier en fait, ces outils-là et c'est un travail qui est en cours pour tout le monde. Il y a quand même un élément un peu intangible de la création qui est imperceptible, mais dans nos métiers en tout cas, que ce soit sur le graphisme, que ce soit sur l'écriture, sur tout, je pense qu'il y a une patte humaine, il y a une voix assez spécifique qui fait que c'est cette petite étincelle qui fait que quand on regarde une série, parfois on ne sait pas pourquoi, mais on va s'attacher à un personnage en particulier ou on va se laisser transporter dans une histoire qui parfois est même pas forcément particulièrement haletante, mais il y a cette couleur, il y a cette émotion et je pense que l'humain est indispensable pour ça. Autre question, tu parlais tout à l'heure d'avoir une équipe qui se partage un peu entre production française et production internationale. Qu'est-ce que tu pourrais définir comme la vraie différence entre travailler avec sur une coproduction internationale ou sur une coproduction française ou une production française? En fait, le marché des coproductions est assez spécifique
Et les mandats sont pas forcément les mêmes que pour les productions locales. Les chaînes locales, elles ont leur audience qu'elles connaissent très bien. Elles ont des slots très identifiés sur lesquels elles ont des besoins très clairs. Ça va être, on a besoin d'une comédie d'enquête pour telle soirée, telle série va pas être renouvelée ou alors arrive à sa fin, il faut qu'on renouvelle ce slot-là. Donc il y a des enjeux qui sont très très clairement identifiés, je dirais, au niveau des productions locales. Il y a des besoins qui sont aussi assez clairement identifiés, qui changent régulièrement, mais qui sont clairement identifiés. Et du coup, les équipes de production, en fait, doivent s'assurer d'avoir des rencontres assez régulières avec toutes ces personnes-là et de s'assurer que dans leur slate, il y ait des choses qui puissent répondre. Ou, voilà, il y a une part d'improvisation, il y a une part d'anticipation. Mais c'est des choses qui sont plus clairement identifiées et c'est à des échelles, disons, qui seront plus contenues. Alors après, ça reste des projets, voilà, il faut les financer, il faut les produire, ça reste des projets qui coûtent cher, mais c'est plus contenu. Alors que dans les coproductions internationales, en général, on va être, surtout sur le marché actuel qui est très resserré, qui, du coup, pour des montants similaires, va demander plus d'ambition, plus de talent, vont devoir être un peu plus rassurés quelque part sur la commercialité du projet. Du coup, on est sur des genres quand même souvent un peu plus action, aventure. Ça va être des questions aussi d'aller trouver des IP qui ont une résonance à l'international, ce qui est encore une fois assez différent. On a des IP, des romans qui en France sont très très connus mais qui ne sont pas du tout connus à l'international. Et à l'inverse, d'autres choses qui vont être très connues dans d'autres territoires et pas du tout connues chez nous. Donc c'est essayer de trouver finalement le dénominateur commun au milieu de tout ça et de vraiment... Ça permet d'avoir un peu plus d'ambition. Ça permet de travailler sur des contenus qui sont sur des échelles un peu plus excitantes. Donc ça, c'est une partie qui est assez fun, mais en même temps, il faut toujours garder en tête qu'il faut pouvoir réaliser le projet. Donc c'est là où je dis que surtout sur les coproductions, dès le développement, il faut anticiper les questions non seulement de production, mais de financement. Parce qu'on sait que tel projet, ça va coûter tant, ça va coûter parfois 2-3 fois plus qu'une production locale. Et du coup, il faut avoir les partenaires, il faut savoir qu'on pourra trouver les partenaires pour la faire exister. Dans le cas d'une série comme le Tour du monde en 80 jours, c'était vraiment une combinaison assez complexe de chaînes qui mêlaient l'alliance de France Télévisions, ZDF et Rai entre 3 territoires. Donc déjà, même à l'étape d'écriture, ça fait aussi beaucoup de voix à l'intérieur de la pièce et beaucoup d'avis à prendre en compte. Mais après, cette série-là n'aurait jamais pu exister sans des partenaires anglophones. Donc dès le départ, il faut savoir quelles vont être nos cibles en Angleterre, aux États-Unis. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut anticiper beaucoup plus tôt. Et c'est quelque part un petit peu, c'est pas la roulette russe, mais ça va être des paris un petit peu plus risqués. Donc c'est pour ça que tout l'enjeu aussi de la première étape de développement, à quel point on est prêt à prendre un risque sans avoir de partenaire, c'est particulièrement clé, je dirais, sur les coproductions, parce qu'en plus de ça, on travaille avec des auteurs anglophones, ou surtout anglais, rarement américains, mais qui coûtent quand même souvent plus cher que les scénaristes européens. Donc voilà, c'est des enjeux un petit peu différents, des prises de risques un petit peu différentes, et il y a une anticipation peut-être un peu plus forte sur la faisabilité et la finançabilité du projet. Et après, on sera sur des typologies de genre assez différentes et qui sont moins prévisibles parce que les besoins changent plus souvent, je dirais, en termes de coproduction. Et du coup, même parfois quand on est sur des genres un peu compliqués, en général, tout le monde, quand on demande ce que les gens recherchent, la première chose qu'ils nous disent, c'est le période, donc tout ce qui est costume, époque, c'est en général que de la liste et c'est compliqué, on n'en recherche pas vraiment, mais on en a plusieurs sur notre slate et en fait dès qu'il y a un talent, dès que c'est un IP un peu iconique et dès qu'il y a un talent clé sur le cast, tout d'un coup la conversation va être différente et ça va être ah oui non mais ça nous intéresse, on veut lire. Donc il y a une part, c'est un peu plus imprévisible on va dire. Quel conseil donnerais-tu à un ou une étudiante qui voudrait s'orienter vers le développement ? Pour moi, la meilleure école, c'est lire des scripts et regarder un maximum de contenu. Il faut absorber un maximum.
identifier ses propres goûts, identifier ce qui a marché, pourquoi ça a marché, regarder toujours les œuvres avec un regard critique en imaginant, tiens, ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment sur ce film, sur cette scène, sur ce livre, enfin, surtout sur la lecture de script pour le développement. C'est quand même l'outil de base qui va servir à la production d'une série. Et ce qui est pas mal aussi, il y a pas mal de scripts finalement de classiques, de films qui sont sortis il y a des années, qui sont disponibles en ligne. Moi, j'invite vraiment à aller lire les scripts et comparer aux films. Et encore une fois, ça donne une vision de pourquoi ça marche, aussi pourquoi ça marche pas parfois, et toujours essayer de se poser des questions et de se dire comment on aurait pu faire différemment. Je pense que le diplôme, c'est un petit plus, mais la vérité, ça va être l'expérience que vous allez pouvoir vous faire sur le terrain. Ça va être faire des stages, des apprentissages, nouer des relations. Du coup, il faut vraiment essayer d'emmagasiner un maximum et essayer de faire ses preuves sur le terrain. Et moi, je sais que c'est comme ça que je suis rentré chez Fédération. J'ai démarré en stage et puis après, je suis resté. Et ça se fait quand même beaucoup de cette façon-là. Et vraiment, dans les expériences que vous allez pouvoir faire, alors déjà, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de passer par des chemins différents. Moi, comme dit, je suis passé par la distribution, je suis passé par d'autres. Ça permet d'avoir une vision un peu plus globale de l'industrie. Donc, faut pas aussi avoir peur de faire des petits détours et pas hésiter à... Alors bien sûr, il faut trouver son moment, il faut choisir ses moments, il faut réussir à nouer les relations qui vont permettre de le faire, mais d'exprimer son avis, de montrer que vous avez une appétence pour ces contenus-là, que vous avez peut-être quelque chose à apporter, que vous avez peut-être une pertinence à apporter, parce qu'au final, c'est comme ça que la confiance aussi se tisse. C'est selon les scénarios que vous allez lire, les scripts que vous allez lire, les retours que vous allez pouvoir faire, ça va permettre de donner une idée de vos goûts, de votre vision sur la création et de votre finesse. Du coup, vraiment, c'est pour ça, c'est vraiment l'étape la plus clé. Les acquisitions, c'est très très utile comme métier, notamment là-dessus. Donc ça peut être des bonnes idées de premiers stages, de premières expériences. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'Audio Guide, le podcast à la découverte des métiers de l'image. Retrouvez tous les épisodes sur le site master-dmc.fr et sur les plateformes de streaming.